Bonjour, aujourd'hui on va parler de syndrome de von Hippel-Lindau, ou encore appelé la maladie de von Hippel-Lindau. Sur un plan historique, cette maladie revient à deux médecins. Le premier, c'est un ophtalmologue, c'est von Hippel. Le deuxième, c'est un spécialiste en anapathe, c'est un pathologiste, c'est Lindau. Donc le docteur von Hippel, c'est le premier qui a découvert en faisant des fonds d'œil chez certains patients la présence des angiomes rétiniens. Alors que le docteur Lindau, qui va recevoir plusieurs prélèvements à travers les autres spécialités pour le diagnostic, parmi eux la neurochir, ils ont envoyé une tumeur localisée au niveau de cervelet et il a observé lors de l'étude anapathe que cette tumeur ressemble à l'angiome rétinien et on peut avoir une association entre ces deux et donc c'est un regroupement syndromique, c'est le syndrome de von Hippel-Lindau. Donc, pour la définition, ce syndrome, c'est un syndrome autosomique dominant. Veut dire qu'il y a une mutation dans certains gènes et qui va être transmis sur un plan autosomique dominant. C'est quoi ce gène? Donc, c'est un gène appelé VHL. V, c'est pour von, H, c'est pour Hippel, L, c'est pour Lindau. Ce gène VHL, il est localisé au niveau du chromosome numéro 3, au niveau de son bras court. Donc, on amplifie cette zone-là, c'est ça le gène VHL. Donc, à l'état physiologique, quand on est à une situation d'hypoxie, le corps va stimuler un autre gène qui est représenté en bleu et qui va produire une protéine appelée le facteur induit par l'hypoxie. Donc, c'est un facteur et qui est induit par cette situation d'hypoxie et qui a le rôle de stimuler autres gènes, parmi eux le VEGF. Et quand on stimule le facteur de croissance endothéliale, on va faire une angiogénèse. Et on va faire cette angiogénèse pour régler le problème d'hypoxie. Mais dès qu'on va régler le problème d'hypoxie, il faut arrêter l'angiogénèse. Et pour arrêter l'angiogénèse, il faut que ce gène de VHL, il va produire une protéine encore appelée VHL qui va inhiber le facteur induit par l'hypoxie. Quand ce gène il est muté, on ne peut inhiber ce facteur induit par l'hypoxie. Et donc, on va voir une angiogénèse excessive. Et cela qui explique la formation de tumeurs qui sont richement vascularisées. Parmi eux, les mangioblastomes, qui est de localisation souvent au niveau du cervelet. Et on a l'angiome qui se développe au niveau de la rétine, c'est l'angiome rétinien. Et on va voir des kystes de localisation rénale et un carcinome à cellules claires au niveau du rein. Pourquoi? Parce que donc, dans le développement embryologique du rein, le développement des néphrons, les néphrons sont très riches en artères afférentes et efférentes, donc on a la nécessité de faire une angiogénèse importante lors de l'embryogénèse et d'où l'intérêt de l'implication du gène de VHL. Donc ça c'est pour la physiopathologie. Pour la clinique, donc on va expliquer en fonction de la tumeur où elle est localisée. On va parler d'une façon plus détaillée sur la tumeur donc, qui est un peu très fréquente dans le syndrome de von Hippel-Lindau, c'est l'hémangioblastomes qui présente 40%. Les 40% des cas des hémangioblastomes sont associés avec un syndrome de von Hippel-Lindau. Donc, hémangioblastome, donc on a le mot blastome à la fin. Donc, normalement, c'est une tumeur embryonnaire, mais ce n'est pas une tumeur embryonnaire, c'est une tumeur mésenchymateuse. Parce que l'étude anapathe et l'étude immuno des cellules qui composent cette tumeur-là, donc on voit que ces cellules n'ont pas une différenciation qui est apparente et on a appelé blastome, donc hémangioblastome. C'est une tumeur qui est grade 1 selon l'OMS et qui est bénigne. Et donc, qui va se localiser principalement au niveau du cervelet, mais elle peut avoir une localisation au niveau spinal, à l'étage cervical et surtout thoracique. Donc, ce hémangioblastome, comment il va se présenter sur un plan clinique? Donc, sa localisation la plus fréquente, c'est au niveau du cervelet. Donc, il peut donner un syndrome cérébelleux, une ataxie, etc. Qu'est-ce qu'il peut donner encore? Donc, parce qu'il est localisé au niveau du cervelet, il peut augmenter de volume et il peut comprimer le quatrième ventricule qui est représenté en vert. Et là, on va voir une hydrocéphalie qui est obstructive. Le patient, il va avoir des céphalées. Donc, en faisant une TDM ou une IRM, donc la TDM avec injection de produits de contraste, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir une formation kystique avec une prise de produits de contraste au niveau du nodule mural. Devant cette description radiologique, chez un sujet qui est adulte, il faut penser au niveau du cervelet, il faut penser à un hémangioblastome.
Mais si on a une formation kystique avec un nodule mural et qui prend le produit de contraste, mais chez un enfant, il faut penser à un astrocytome pilocytique. C'est le gliome le plus fréquent chez l'enfant. On revient. Pourquoi, lors d'un hémangioblastome, lors de la radiologie, je vais avoir une formation kystique et avec un nodule mural et qui va prendre le produit de contraste. Et là, c'est le rôle de pathologiste d'expliquer ces signes-là. Donc, sur un plan anapathe, ce hémangioblastome, d'une façon générale, il va être fait par des cellules stromales. Donc, ce sont des grandes cellules éosinophiles avec vacuolisation, etc., avec des vaisseaux sanguins. Il est richement vascularisé. Donc, il est fait par des cellules endothéliales. Donc, ce sont des vaisseaux sanguins, plusieurs vaisseaux sanguins et des cellules stromales. Donc, parce qu'il est richement vascularisé, et ces vaisseaux-là sont de mauvaise qualité. Donc, les liquides, ils peuvent sortir. Et quand les liquides ils vont sortir, on va voir la formation d'un kyste. On va voir la formation des kystes. Et donc, ce kyste-là, lui-même, il n'est pas vascularisé. Donc, il ne va pas prendre le produit de contraste, le kyste. Mais qu'est-ce qu'il va prendre le produit de contraste? C'est ce nodule qui était notre hémangioblastome. Voilà, ce nodule. Il va prendre le produit de contraste parce qu'il est richement vascularisé. Très bien. Le traitement d'un hémangioblastome. Et avant le traitement, on peut avoir autre signe clinique lors d'un hémangioblastome. On peut avoir une polyglobulie. Pourquoi une polyglobulie? Parce que quand ce VHL il est muté et ce facteur induit par l'hypoxie il n'est plus inhibé, il stimule le VEGF et il stimule un autre gène donc qui code pour l'érythropoïétine. Et quand l'érythropoïétine est stimulé, il va stimuler la moelle osseuse, il va donner une production excessive des hématies. Non seulement ça, cette érythropoïétine, elle peut stimuler au sein de la tumeur une hématopoïèse extramédulaire dans 15% des cas qu'on va l'observer en anapathe. Et c'est pour ça qu'on va vers cette élévation des globules rouges. Et parce que cette tumeur, elle est richement vascularisée, elle peut saigner et elle peut donner un hématome au niveau de cervelet. Très bien. Le traitement. Le traitement, quand est-ce qu'on va faire l'exérèse d'un hémangioblastome? C'est quand il est symptomatique. Pourquoi? Parce que s'il n'est pas symptomatique et s'il est associé avec un syndrome de von Hippel-Lindau, veut dire la mutation elle est là, après l'exérèse, on peut avoir le développement d'un autre hémangioblastome, mais on peut avoir la récidive. Mais on va faire l'intervention et l'exérèse sauf quand il est symptomatique, par exemple là dans une hydrocéphalie obstructive, ou etc. Donc, ce hémangioblastome, lors de l'intervention, donc il est très richement vascularisé, il y a un risque important de saignement. Et là, c'est l'intérêt de faire quoi lors de l'intervention? Premièrement, on va vider le kyste. Et deuxièmement, on va faire une cautérisation de sa tumeur à la périphérie. Pourquoi? Parce que c'est une tumeur qui peut saigner. Il faut cautériser les vaisseaux qui sont tout autour. Et quand on fait cette cautérisation, il faut qu'on commence par l'artère et par suite les veines. Parce que si on va faire la cautérisation des veines, on a bloqué le drainage, les artères sont en train de donner le sang et on va voir la rupture. Après la cautérisation, on va faire l'exérèse. Et donc, jusqu'à maintenant, on ne sait pas c'est quoi le diagnostic. On va envoyer la pièce opératoire pour un pathologiste pour poser le diagnostic et de faire l'étude immuno et parler d'un hémangioblastome et suspecter une association avec le syndrome de von Hippel-Lindau et demander une étude moléculaire pour chercher une mutation de gène VHL. Très bien, donc 40% des cas des hémangioblastomes sont associés avec un syndrome de von Hippel-Lindau. Encore au niveau de la rétine, on peut avoir des angiomes rétiniens à un pourcentage de 45% qui peut provoquer une chute ou de l'acuité visuelle et qui peut arriver parfois à une cécité. Au niveau de rein, on a dit qu'on peut avoir le développement d'un carcinome à cellules claires où on peut avoir des kystes de localisation rénale et au niveau de la rénale, on peut avoir un phéochromocytome. Et le phéochromocytome, il est connu il est très riche en vaisseaux sanguins, il est richement vascularisé et cela revient à cette angiogénèse qui est provoquée par cette mutation de VHL et on sait que le phéochromocytome, il va sécréter un excès d'adrénaline et c'est là qui va donner la triade de Ménard, les céphalées, les sueurs, la palpitation, etc. On va faire toute une vidéo sur le phéochromocytome. Très bien. Au niveau du pancréas,
Au niveau du pancréas, ce syndrome de von Hippel-Lindau, qu'est-ce qu'il va donner ici au niveau du pancréas? Il va donner un cystadénome séreux. C'est quoi l'importance de ce cystadénome séreux? C'est qu'au niveau du pancréas, qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner un aspect en nid d'abeille au niveau du pancréas. Pourquoi? Parce que ce pancréas, il devient remplacé par plusieurs formations kystiques. Voilà, des formations kystiques. Et ces formations kystiques sont bordées par des cellules cubo-cylindriques et qui vont sécréter des liquides au niveau de leur lumière. Donc c'est pour cela qu'il est appelé un cyste, ce kyste adénome, c'est bénin, et qui est séreux parce qu'il va sécréter des sécrétions séreuses. Et au-dessous de ces formations kystiques, on va trouver des vaisseaux sanguins, des capillaires ici. Et ces capillaires, d'où ils vont venir? À cause de cette angiogénèse. Et donc, ce aspect en nid d'abeille qui est fait par ces formations kystiques, ces kystes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont comprimer les kystes qui sont au centre. Et on a des vaisseaux sanguins qui sont ici. Et quand ces vaisseaux sanguins sont comprimés, cette zone centrale, qu'est-ce qu'elle va voir? Elle va voir une calcification. Et cette calcification, elle va prendre un aspect étoilé. Et ce aspect étoilé à l'imagerie, il va donner comme si une classification et on peut penser à un ADK pancréatique, d'où l'intérêt de faire l'étude en apate. Qu'est-ce qu'on peut avoir encore dans le pancréas? On peut avoir une tumeur neuroendocrine et qui est associée avec le syndrome de von Hippel-Lindau. Au niveau de l'épididie, on va voir un cystadénome papillaire. Donc c'est une formation kystique mais qui va former des papilles au niveau de l'épididie. Le diagnostic de ce syndrome de von Hippel-Lindau, soit qu'on a une histoire familiale de ce syndrome, soit quand on a au moins supériorité égale à 2 tumeurs de ce qu'on a expliqué, et là, il faut faire l'étude moléculaire à la recherche d'une mutation du gène VHL. Et le traitement, c'est en fonction de la tumeur, où elle est localisée et est-ce qu'elle est symptomatique ou non. Bien sûr. Pour encore les traitements, il y a ce qu'on appelle le belzutifan. C'est quoi ce belzutifan? C'est un traitement qui va agir sur quoi? C'est quoi le problème ici? C'est ce facteur induit par l'époxy qui n'est plus inhibé par la protéine codée par le VHL. Donc il faut inhiber ce facteur-là. Et pour inhiber ce facteur induit par l'époxy, on peut utiliser la belzutifan avec une efficacité qui est encore en étude. Donc c'est ça le syndrome de von Hippel-Lindau de façon générale et on vous remercie.